j'ai essayé de retrouver à l'intérieur de ces rapports les propositions de solutions pratiques efficaces pour d'abord répondre à ce qui a été imposé à notre pays, c'est-à-dire la punition qui a encore ses effets, encore à ce jour. J'aurais souhaité évidemment que le rapport s'appesantisse sur ces aspects importants. J'aurais souhaité également relever quelle a été la contribution réelle du secteur privé pendant cette période. Je n'en ai pas rencontré. Et je pense que c'est extrêmement important que ce qui est prévu, nous retrouvions très rapidement pour travailler, parce qu'il n'y a aucun pays au monde qui s'est développé lorsque son secteur privé n'est pas actif et lorsqu'il ne prend pas part à l'activité économique. Donc, vous êtes incontournable. Il est important que nous nous retrouvions très rapidement. Je n'ai pas vu, malgré la punition excessive, un tant soit peu qu'on indique qu'est-ce que l'État a fait pendant cette période-là. Je ne veux pas vous en vouloir, mais je rappellerai quand même ce que l'État a fait. À la demande du chef de l'État, le général Tchani, de tous les membres du gouvernement, du CNSP, il y a eu un abattement de 25% de la base taxable de 10 produits de grande consommation pendant la période. Il y a eu la réduction du taux de la TVA de 19% à 10% en faveur des entreprises du secteur de la restauration. Vous savez, quand on parle de la pression fiscale, j'ai relevé évidemment qu'il est demandé encore des efforts de désarmement tarifaire, des efforts de défiscalisation et même, j'allais dire, une subvention qui est demandée à l'État, si on lit entre les lignes. Mais quelle est la situation à ce jour? On est à un taux de pression fiscale de 11%, c'est-à-dire sur 100, l'assiette à partir de laquelle on fait du prélèvement pour financer l'économie est à 11. Notre pays était à quasiment 16% à la fin de l'année 2010. Il y a un recul à ce niveau. Donc le débat sur la fiscalité, c'est moins d'ailleurs la question sur le taux que la capacité de l'État et ses partenaires qui sont les secteurs privés notamment, de procéder à un élargissement de la base de prélèvement, c'est-à-dire qu'il y ait le maximum de ce qui contribue à l'impôt. C'est ça qui permet évidemment de disposer des ressources, les investir pour faire de la construction. Il y a eu la suppression de l'enregistrement des opérations d'augmentation de capital au droit proportionnel de 8%. Il y a eu de la part de l'État l'octroi d'une subvention d'un peu moins d'1 milliard à la RINI pour renforcer sa production, parce que la période exigeait que nous soutenions les entreprises capables de produire pour faire face, disons en réponse à ce que la CEDEAO a fait. La CEDEAO a appliqué une punition qu'on n'a jamais vue par ailleurs dans le monde. On ne peut pas fermer une frontière, empêcher que des médicaments rentrent, que des céréales rentrent, qu'on coupe l'électricité et qu'on ferme de manière étanche les frontières. On a enregistré, lorsqu'on a coupé l'électricité dans nos centres de santé sur l'ensemble du pays pour cause d'absence de production de l'énergie, 375 morts. C'est très grave ce qui s'est passé. L'organisation de plusieurs convois d'acheminement des marchandises, notamment des produits de première nécessité. Ce sont vos produits. L'armée a consacré des moyens extrêmement importants. C'est des hommes et des femmes en tenue, c'est des avions de surveillance. C'est un effort considérable et on en a perdu des hommes. Vous avez également perdu des produits, nous en convenons. La simplification des procédures de passage portuaire à la frontière avec les pays de transit. La délivrance d'une vingtaine d'autorisations supplémentaires d'importation du riz pour garantir sa disponibilité sur le marché local. La création des cadres de partenariat avec l'État indien et chinois pour l'importation du riz. Mais je vais vous raconter rapidement ce qui s'est passé ce matin avec la mission du FMI qui est arrivée pour la revue à mi-parcours, 2 revues à mi-parcours. Déjà à Washington,
on s'est mis d'accord sur la tenue de cette mission. Dans notre entendement, c'était une mission qui devait s'appesantir sur deux choses importantes. La première, sur comment aider notre pays à retrouver la normalité dans son ensemble. La normalité dans son ensemble, c'est d'abord l'aide à assurer sa propre sécurité. On ne demande pas au FMI de financer la sécurité du pays. Ça fait partie du rôle que l'État lui-même doit assurer. Mais nous avons mis en garde le FMI de nous en vouloir parce que nous avons déployé des ressources pour assurer la sécurité de notre territoire, pour assurer la sécurité des personnes et pour assurer la sécurité de leurs biens. Quelle que soit la beauté d'un programme, quelle que soit la pertinence d'une réforme macroéconomique, il faudrait être en vie. Il faudrait également, pour être en vie, il faudrait avoir une sécurité assurée. Et pour avoir une sécurité assurée, il faut avoir les moyens de sa propre sécurité. Je vous assure, vous ne pouvez pas imaginer ce qui est fait pour ça. Ces hommes en tenue ne dorment pas avec les moyens de bord. Donc nous avons dit, notre priorité, c'est d'abord notre propre sécurité. Le deuxième élément fondamental, au travers de la reprise, de retour à la normalité, c'est de voir comment est-ce que nous allons mobiliser des ressources pour répondre à ce défi sur le plan alimentaire. Il est important que quelque chose soit fait pour permettre d'abord à nos propres paysans de produire, toujours en lien avec la sécurité. Tout le monde sait aujourd'hui, c'est moins le pétrole ou l'uranium que l'agriculture et l'élevage qui constituent les vrais fondements de notre économie. Donc l'idée du chef de l'État et de nous tous, et de vous également, c'est de permettre à ces deux mamelles de l'économie de pouvoir être à mesure de répondre aux besoins qui sont essentiels pour nous. Mais quand on voit ce qui est en train de se passer, aussi bien à l'extrême ouest du pays qu'à l'est, on s'attaque fondamentalement à ces deux mamelles. Quand on tue des paysans, quand on brûle des greniers, quand on empêche aux paysans de semer et quand on emporte son bétail, en réalité, on le condamne à la disparition. C'est fondamentalement cela qui est visé, ces attaques que nous subissons. Ces gens qui arrivent au nom du djihadisme, d'ailleurs, djihadisme, je ne sais même pas ce que c'est, le djihadisme, non, ce sont des terroristes. Vous les prenez, la plupart d'entre eux ne savent pas réciter le moindre verset du Coran. Pourtant, ils disent Allahu Akbar et ils tuent. Ils ont avec eux des boussoles, des armes les plus sophistiquées qui probablement ne sont pas fabriquées ici à Niamey. Il y a un problème de ce point de vue. Donc, il est clair que lorsqu'on s'attaque à ces deux aspects de notre économie, c'est l'asphyxie, c'est le condamner, c'est tuer tout simplement. Donc, nous avons expliqué qu'il est important de ce point de vue que le FMI, qui est un partenaire avec qui nous avons accepté de poursuivre notre coopération, accepte le principe que ça, ce n'est pas négociable. Il est important de rester et de respecter cela. Le deuxième élément, c'est la question liée aux ressources. Aujourd'hui, ça fait le 10e mois. Pas un copec n'est arrivé de l'extérieur. Je dis bien, pas un copec. Toutes les dépenses de sécurité qui sont, les dépenses de souveraineté qui sont assurées, c'est à partir des ressources qui sont mobilisées à l'interne. Je voudrais remercier notamment le secteur bancaire qui a joué un rôle extrêmement important dans l'accompagnement de l'État pour pouvoir faire face à ces dépenses-là. On n'a pas enregistré un seul mois d'arriéré de salaire. Donc, en dehors de l'avance que nous avons eue à contracter auprès de nos partenaires privilégiés qui sont les Chinois, vous avez dû le suivre, mais toutes ces ressources, nous avons décidé, les 2/3, de les consacrer à l'appurement des arriérés. D'abord extérieur, parce que c'est ça qui va permettre de reprendre les investissements qui arrangeront à la fois le gouvernement, vous-même.
Et nous avons repris l'ensemble de notre coopération avec tous les partenaires qui avaient suspendu au lendemain du 26. Et je remercie l'ambassadeur de Chine qui a joué un grand rôle. C'est une avance, on en a entendu parler, qu'on a contourné la Banque centrale, qu'on a voulu... Non, cet argent se trouve à la Banque centrale. Nous avons utilisé une des banques locales qui a accompagné fortement le gouvernement pendant les moments les plus difficiles pour faciliter évidemment la transaction de ces ressources, mais l'argent est à la Banque centrale. C'est à partir de ça qu'il faut que les gens le sachent. Et pas un seul franc n'a pris notre direction que ce qui a été arrêté, apurer les arriérés que nous avons trouvés, apurer les arriérés qui se sont constitués par la faute de ceux qui nous ont mis sous sanction. Et je l'ai dit ce matin au FMI, ils font partie de ça. Donc, et troisième élément du FMI, c'est de parler de la transparence. À qui ils vont apprendre la gestion dans la transparence? Non, on leur a dit ça ce matin. Aucun franc n'a pris une autre direction que l'emploi réservé exclusivement pour assurer le salaire, pour faire face aux dépenses de la santé. Une rentrée qui s'est effectuée cette année, notamment l'année dernière, dans des conditions extrêmement... D'ailleurs, moi, je n'en ai même pas connu par le passé, mais ça s'est passé. Et chaque semaine, nous payons, évidemment, les bourses qui reviennent aux étudiants. Nous essayons maintenant, l'étape prochaine, c'est de voir, j'en ai entendu parler, comment est-ce que nous allons faire face au paiement des arriérés intérieurs qui sont dus aux opérateurs qui souffrent autant que le gouvernement. Donc, trois choses. La troisième et dernière chose, ils veulent savoir quelle est la stratégie du gouvernement dans la gestion des ressources pétrolières. Donc voilà, stratégie pour gérer. Deuxièmement, comment on va apurer les arriérés. Et troisièmement, avec la disparition de la Cour des comptes. Bon, la réponse appropriée a été donnée. Pour nous, c'est l'aide au retour à la normalité, en ayant la sécurité en toile de fond. Deuxièmement, c'est plus de ressources pour pouvoir reprendre les investissements et donc vous appeler à cette rescousse pour que nous puissions évidemment remettre notre économie sur les rails. Et le troisième élément, sur la transparence, on leur a expliqué que lorsque la Cour a connu le même sort que toutes les autres institutions, nous avons récupéré tous les membres de cette Cour qu'on a répartis au niveau de l'inspection générale d'État, à la demande du chef de l'État, et au niveau de l'inspection générale des finances où nous-mêmes, nous avons demandé que ces Nigériens de grande expérience viennent et qui nous aident à assurer une gestion dans le respect de la rectitude morale et en toute éthique. Donc, c'est ça qu'on a dit au FMI. Et c'est ça que je voudrais que nous nous asseyions avec vous, opérateurs économiques, pour voir comment est-ce qu'ensemble, on peut aller de l'avant pour sortir notre pays de la situation dans laquelle il est. Je ne vais pas faire référence à ce qui a été fait ailleurs dans les mêmes pays qui ont à peu près la même situation que nous. Sur la CEDEAO, je pense qu'il faut que les choses soient claires. Quand j'entends les principales articulations, c'est comme si il faut qu'on revienne à la CEDEAO. Mais il faut quand même qu'on sache que la CEDEAO doit beaucoup à notre pays. Du président Jory, paix à son âme, qui faisait partie, tous qui connaissent l'histoire savent très bien ce qui s'est passé. Ils avaient déjà commencé à parler, évidemment, d'une organisation qui devait travailler sur la solidarité, sur le partage de la production, sur le soutien. Après Jory, c'est l'époque Kounché, paix à son âme. Et on sait que c'est à cette période que la CEDEAO a été créée. Et on connaît le rôle qu'a joué le président Kounché et tous les présidents qui sont venus après. Le président Ali Seibou, paix à son âme, avait joué un très grand rôle sur la reconstitution du stock de sécurité, d'abord chez nous, mais également dans la zone communautaire. Il ne faut pas oublier cela. Mohamed Ousmane, qui a dirigé la CEDEAO, le Parlement de la CEDEAO, le président Barré, paix à son âme, qui a contribué à rapprocher au travers des relations bilatérales avec le Nigeria, le président Wanké, qui n'a pas eu beaucoup de temps, mais qui a quand même sauvegardé les relations également.
puis le président Tandja, paix à son âme, paix à leur âme tous. Et chaque fois qu'on arrive au terme de l'année, ses pairs lui demandent de poursuivre. Et on a un exemple. C'est ce qui s'est passé au Togo, la mort du président Eyadema. On a vu certains membres de cette organisation, notamment des chefs d'État, qui ont préconisé à peu près la même chose qu'on a vue, pas avec autant d'acuité. Il faut sanctionner, etc. Et on se souvient parfaitement, le président Tandja, paix à son âme, qui dirigeait la présidence, qui était à la présidence de la CEDEAO, s'est opposé littéralement à quelques mesures de sanctions appliquées au Togo. Et tout le monde sait comment ça s'est passé. Avec sagesse, consultation de l'ensemble de ceux qui composaient l'institution, on est parvenu à résoudre le problème du Togo. Il ne faut pas oublier cela. Et la CEDEAO, on a vu les chefs d'État qui sont venus après aussi. Même le général Salou, qui a eu un temps, aussi a continué à travailler à la consolidation de nos rapports avec la CEDEAO. Le président Issoufou et le président déchu, M. Bazoum, tous les présidents nigériens ont contribué fortement à la vie de cette institution. Qu'est-ce qui s'est passé quand ils ont pris la décision de nous punir? On a à un moment donné entendu dire que le Niger ne voulait pas négocier. Non, c'est des contre-vérités. Nous avons envoyé 4 ministres. Le ministre en charge de la justice qui est là assis, le ministre directeur de cabinet du chef de l'État, le ministre des Affaires étrangères et le ministre porte-parole du gouvernement. Il est important que vous sachiez que lorsqu'ils sont allés, dans l'optique de négocier malgré tout, nos partenaires nigérians, un certain nombre de ceux qui sont autour du chef de l'État, ont menacé notre pays. Ils ont dit que leur pays dispose d'1 million de soldats, ils vont nous envahir. Il faut que vous le sachiez. Et c'était eux qui demandaient à ce qu'on serre. Nous leur avons demandé de rentrer, mais avant de rentrer, leur dire que ce sont nos soldats, nos officiers supérieurs. Et je le dis et je maintiens, j'assume. Ce sont nos soldats et nos officiers supérieurs qui ont l'habitude d'aller sur ce territoire et de défendre ces gens-là contre Boko Haram. Il y a des vidéos qui circulent aujourd'hui. La CEDEAO, dont l'objectif est la solidarité, dont la mission est la culture de la paix, dont la mission est le principe de redistribution sur le plan économique. Elle a abandonné ses missions, elle s'est mise à parler de guerre, attaquer notre pays. Elle a oublié l'économie, elle parle politique, elle a oublié la solidarité, elle ferme les frontières. C'est inacceptable. Nous avons tout fait pour que la CEDEAO comprenne que le Niger est un acteur majeur du respect de ce que la CEDEAO peut fournir. Rassurez-vous, nous en avons fait les études d'impact avant de prendre la décision sur le plan économique. Et précisément, y compris d'ailleurs pendant la période de sanctions, c'est un peu plus de 1200 milliards d'impact de ces sanctions-là. Donc, tout ce qui nous restait à faire, de guerre lasse, c'est de partir. Et quand on regarde ces 4 présidents au total, qui se sont braqués, et à la fin 2, et enfin un seul, qui est sorti pour dire nous allons les attaquer, nous allons, etc., etc. Et quand on l'a dit la semaine dernière, ce n'est pas une vue de l'esprit. La seule frontière qui est restée de manière étanche fermée, c'est celle avec le Bénin. Vous en souffrez tous les jours. Quelle est la raison pour laquelle ils peuvent le faire? Eux, au total, nous avons pris la décision de nous retirer parce que nous avons fait le constat évident que la décision qui se prend au sein de la CEDEAO, ce n'est même pas sur le continent. Ça, tout le monde le sait. Et qu'est-ce qu'on va rester faire? Continuer à dire non, on accepte tout? Non. Donc, j'aurais bien voulu entendre un détail plus important sur ce que nous avons pris comme décision d'aller et de créer l'AES. Il y a eu la confédération la semaine dernière. J'aurais bien voulu entendre, et ça il ne faut pas l'oublier, même si c'est dans le contexte, rappeler le risque que le pays a pris sur la présence des troupes étrangères chez nous. C'est important que vous sachiez cela.
On a reçu la délégation américaine. Le général Modi est là assis. J'ai expliqué à la dame qui présidait la délégation que nous avons ici celui qui a dirigé notre armée, l'ancien chef d'état-major général des armées. Il est aujourd'hui ministre d'État chargé de la défense nationale. Je voudrais lui poser la question devant vous. Est-ce qu'il sait combien de soldats américains y a-t-il sur notre territoire et qu'est-ce qu'ils font? Il est là présent, il a dit qu'il n'en sait rien. Et c'est vrai. Mais est-ce qu'on veut qu'on laisse des gens sur notre territoire? Où c'est notre territoire, notre pays, on est souverain. Quand nous partions pour les assemblées annuelles du printemps du FMI et de la Banque mondiale, on a déposé une demande de visa en bonne et due forme. Premier ministre, les ministres. Mais lorsque un soldat américain, fût-il un officier supérieur, atterrit à l'aéroport de Niamey avec une simple carte d'identité, est-ce que ça c'est un respect pour notre pays? Non. Un soldat, il a été remis dans l'avion. Et ça c'est une faute? Non. Au département d'État, quand nous avons été reçus, à 2 reprises, première fois à notre demande, la deuxième à leur demande, nous leur avons dit, ok, vous êtes à Agadez, est-ce que vous accepteriez que nos soldats aillent au Texas et rester là-bas, chez vous? Il n'y a pas de réponse. Et nous avons toujours dit, et je pense que c'est votre opinion, on préfère avoir des investisseurs américains qui viennent investir dans l'économie et ils savent parfaitement bien le faire, des grands travailleurs, c'est un peuple travailleur, plutôt que d'avoir des soldats dont on ne sait même pas ce qu'ils font chez nous. Il n'y a aucune animosité, aucune, je vous assure, que ce soit les Français qui sont partis ou les Américains, il n'y a aucune animosité. Nous étions, et nous en sommes, tristes de la situation, mais conscients des responsabilités qui sont les nôtres. Nous allons travailler ensemble. Moi, je voudrais encore une fois vous remercier. Ce diagnostic, nous le partageons totalement. Nous allons travailler progressivement à revenir sur les fondements. Nous allons vous réserver la place qui est la vôtre, parce qu'il n'y a aucun pays, encore une fois, qui s'est développé lorsque son secteur privé ne contribue pas à l'économie. C'est vous, la cheville ouvrière. Et le chef de l'État a donné instruction, nous-mêmes nous avons répercuté ces instructions pour que nous nous asseyions déjà, voir un peu comment est-ce qu'il faut continuer à assainir davantage l'environnement pour qu'il soit propice à l'attrait des investisseurs. Et vous en faites pas. J'ai retenu un mot important qui est la préférence nationale. C'est vrai qu'il faut qu'on vous donne. Ça ne se justifie point qu'on réserve du travail à ceux qui arrivent, alors que nous avons des compétences localement qui peuvent parfaitement bien assurer. Et ça, nous allons veiller à ce que vous soyez privilégiés. Il y a le représentant du FMI, ils m'écoutent, ils sont là assis, c'est vrai. Il faudra que vous aidiez à cela. Donc, pour résumer, 1, on a besoin de nous protéger. 2, on a besoin des ressources nouvelles pour relancer l'investissement. Et c'est ce que nous essayons de faire. Et pour terminer, je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui ont beaucoup fait des démarches pour que nous ouvrions notre frontière avec le Bénin. Mais ce n'est pas de gaieté de cœur. Comme on l'a dit, quand la décision a été prise par la CEDEAO de fermer les frontières, la seule qui est restée de manière fermée, étanche, c'est celle-là avec le Bénin, vous le savez, autant sinon mieux que nous, puisque c'est vous qui passez par là-bas. Et maintenant, le pipe passe. On dit, non, on ne peut pas charger. Il y a une dizaine d'accords sur lesquels ce pays s'est fortement engagé à ne rien faire. On l'a dit, on ne va pas revenir là-dessus. Mais se réveillant un bon matin pour dire, non, on ferme, ça ne passe pas, mais vous voulez qu'on fasse comment? Alors que nous savons les points qu'on a cités lors de la conférence de presse, ce n'est pas une vue de l'esprit. Nous avons des soldats qui ne sont pas béninois, qui animent ces points-là, au nombre de 5, et dont la base la plus importante et la plus dangereuse, qui est au bord du parc du W, qui renferme justement des soldats de ce pays qui entraînent des terroristes. Nous le disons et nous maintenons notre position. Donc voilà la situation. La CEDEAO est responsable en grande partie pour ce qui nous arrive. Nous avons le devoir de nous réveiller.
Nous sommes dans l'AES. L'AES, c'est le Mali, c'est le Burkina et nous. Que le Togo soit remercié pour tout ce qu'il a eu à faire pour faciliter. Et ce qui vous reste, si vous avez encore quelques conteneurs au Bénin, il faut les envoyer au Togo. Mais ils vous ont même taxé pour ce que vous avez gardé. Ça, c'est inacceptable. Et on a aujourd'hui pratiquement toutes les autres frontières qui nous sont accessibles. Nous avons parlé avec l'Algérie, nous allons approfondir nos échanges. Le Tchad, qu'il faut remercier. Le Tchad a été appelé pour contribuer à la démolition du Niger. Il l'a refusé. Ils ont refusé. Il faut leur reconnaître ça. Et ils nous ont dit, utilisez aussi notre passage. Si vous voulez aller vers le Cameroun, les Camerounais nous ont dit qu'ils sont prêts à faciliter. Il faut qu'on travaille tous ensemble pour que la partie algérienne nous soit acceptée. Même les deux Libyes sont prêtes à accepter que ce sont nos voisins, on n'a pas le choix. Donc notre rôle est même de contribuer à les rapprocher rapidement. Donc, encore une fois, merci pour votre patience et pour votre disponibilité. Sachez que nous ferons tout ce qui est à notre pouvoir pour faciliter, disons, l'étude de tout ce que vous avez eu à mettre pour ensemble qu'on trouve les mesures qu'il faut.